Eric Boschman est sommelier, élu d'ailleurs meilleur sommelier de Belgique en 1989. On le connaît aussi comme chroniqueur à travers plusieurs médias. Il est aussi auteur de plusieurs ouvrages sur le vin. Bonsoir Eric Boschman. Je vais commencer par une question peut-être qui fâche. Tant qu'à faire, allons-y. Vous êtes blindé de toute façon. Est-ce qu'on n'en fait pas un petit peu trop avec le vin tout de même en ce moment? Il y a plein d'émissions, il y a beaucoup d'articles, il y a des chroniques à la télé, à la radio. Il y a énormément de bars à vin qui s'ouvrent, parfois qui ferment aussi. Est-ce que trop de vin ne tue pas le vin? Je suis mal placé pour répondre là-dessus, mais je pense qu'on n'en fait pas assez. Pas assez dans le sens où émissions sur le vin, en fait, il y en a très très peu. Parce que nos amis français n'ont pas le droit d'en le faire. Ils subissent une loi totalement débile qui s'appelle la loi E20, qui est un truc ridicule, qui est une législation destinée à recueillir le suffrage des PNQ, mais ça n'a pas d'intérêt. Je veux dire, on est un peu épargné de tout ça, nous. On est très très loin de ça. On a beaucoup de chance en Belgique. On a énormément de chance. Notre système politique étant ce qu'il est, on a énormément de chance de jamais dégager une majorité qui pourrait imposer toutes ces idées, les bonnes comme les stupides, et il n'y a pas que des bonnes idées dans un programme politique, loin s'en faut. Et là, il y a toujours une espèce de compromis. Mais on a failli se prendre des nions sous la précédente législature. Loreton Collings avait préparé Et non, mais la boîte noire, mais il avait préparé un plan pour réduire drastiquement la consommation d'alcool. Et on sait que la prohibition ne mène à rien. Avec le tabac, on le voit, ça ne diminue pas. Au contraire, les jeunes fument de plus en plus si on parle de chiffres réels. Donc il y a un moment, il faut arrêter ce truc débile et populiste. Parler de vin, oui. Moi, je pense qu'il faut en parler beaucoup. Il faut en parler de façon très compréhensible. C'est ce que j'essaye de faire. Vous racontez des histoires, vous. Exactement. Moi, j'emmène les gens promener avec moi. Ouais. Mais je pense qu'il faut le faire de façon captable, de façon populaire. Le vin élitiste, ça ne m'intéresse pas. Ça pas d'intérêt en soi. Le gars qui a l'envie de s'acheter une bouteille à 800 €, il n'a pas besoin de moi. Je ne l'intéresse pas parce que, de toute façon, son histoire, il n'en a pas besoin. Lui, il achète juste un symbole et il veut une étiquette pour frimer devant ses potes. C'est tous comme ça? Ah, beaucoup. Ouais. Beaucoup, malheureusement, oui, parce que le vin est un objet social. Ouais. Vous recevez des gens à la maison. Ouais. Vous êtes à la maison, madame, machin, vous invitez des potes. Alors, c'est des amis très très proches, on s'en fout, parce que ce qui compte, c'est d'être ensemble. Mais là, vous invitez le patron de la chaîne, un producteur éventuel, machin, c'est un repas un peu business. Et vous sortez un corbière magnifique que vous avez ramené de vacances, qui coûte quand même 22 € la bouteille, un truc de dingue. S'ils ne connaissent pas le vin, les autres, ce qui est possible, voire probable, ils montent dans leur voiture et ils disent on était bien reçus, mais enfin, les affaires vont pas bien pour lui, hein, il nous sert du corbière. Vous allez dans votre grande surface favorite acheter un beau Bordeaux à 4,50 € la bouteille avec un peu de gothique, de la dorure à chaud et ploum-ploum. Ligue en fût de chêne. Oui, bien sûr, récolté à la main par des vierges à l'aube, etc. Et là, les mecs font belle soirée quand même. Il y a ça dans le vin. Je comprends. Il y a ça, donc je pense qu'il faut en parler beaucoup pour faire tomber ça. Malheureusement, pour terminer sur ce truc, c'est que aujourd'hui, n'importe quel crétin qui ouvre un bar dans lequel on sert 3 bouteilles de vin appelle ça bar à vin. Et là, ça devient pénible. Il y a quand même pas mal d'endroits où on a affaire à de très jolies louloutes. Moi, j'aime beaucoup regarder le paysage, mais qu'elles se taisent, je veux dire, ou qu'elles ne parlent pas. Ou... Ouais, mais s'ils ouvrent ces bars à vin, c'est que ça marche un peu quand même, donc c'est qu'il y a des clients pour, non? Bien sûr, mais on a déjà vécu ça. L'avantage d'être vieux et de ne pas être frappé par l'alcool complètement, c'est de pouvoir avoir des souvenirs. Ouais. Dans les années 80, on a eu ça. Il y a eu une éclosion de bars à vin. Il y avait l'Écluse qui s'était installée au Sablon, il y a quelques-uns, et presque tous ont fermé, 1 ou 2 seulement ont survécu, parce que ça passe. S'il n'y a pas de contenu dans une mode, ce n'est jamais qu'un sale contenant, et le contenant, c'est fait pour être recyclé. Tandis que le contenu, s'il existe, il reste. Il y a des bars à vin intéressants sur Bruxelles. Ils sont plutôt dans le haut de la ville que dans le bas de la ville, mais il y en a 1 ou 2 très intéressants dans le bas de la ville aussi, qui sont des endroits un peu alternatifs. Moi, je suis fatigué par la mode des vins nature, j'en peux plus. Les vins bio, on entend beaucoup ça. Ouais, bio, nature, etc. Pourquoi ? Ce qui m'emmerde, c'est le sectarisme. J'ai rien contre le produit. Je travaillais ça quand j'avais mon resto, et je suis tout à fait pour dans l'idéologie. Mais je suis contre le sectarisme. C'est ridicule. On ne peut pas dire qu'un vin est bon parce qu'il est fait en suivant une méthode de culture particulière. Ce qui le rend bon, c'est le travail de l'humain qui est derrière. On peut vouloir un vin sans sulfite, par exemple. C'est normal de vouloir ça, non?
Là, on rentre On vraiment a combien d'heures d'émission? On Que a les 26 choses soient minutes. claires entre nous. Honnêtement, l'histoire du sulfite, c'est une couillonnade. Pourquoi? Parce que on Très fait du vin depuis brièvement. 8000 ans, vite fait. Ouais, Hein. ouais. On fait du vin depuis 8000 ans, on met des sulfites dans le vin depuis le XVIIIe siècle. Ça a permis de stabiliser le vin, de le faire voyager, de l'améliorer. Aujourd'hui, les taux de sulfite sont extrêmement bas. Ils n'ont jamais été aussi bas. Par contre, il y a plein d'allergies qui naissent autour d'autres produits du vin, des tanins, etc., etc. Moi, je suis pour une agriculture propre. Le plus propre possible. Aujourd'hui en France, la viticulture, rien qu'en France, représente moins de 5% des surfaces cultivées Ah oui. et représente plus de 20% des produits chimiques utilisés. Donc il y a un vrai problème. Mais c'est un problème qui est plutôt limité à la France. On n'a pas ce problème en Allemagne, on n'a pas ce problème en Autriche, on n'a pas ce problème en Belgique, Totenmet. On ne l'a pas non plus en Italie. Les Français sont dans une méthode de pensée qui est très chimique et qui est en train de changer. Ouais. Et voilà. Alors, je vous écoute, là, votre passion pour le vin, vous écouterez pendant des heures. Ça n'a pas tout à fait commencé comme ça, quand même, votre vie. Vous étiez dans la restauration, Ouais. donc les grands-parents ont ouvert le Luxembourg. À Charleroi, ouais, tout à fait. Mais maison mythique. du côté paternel, ils sont Carolo et du côté maternel, ils sont La Louvière. bruxellois. Ah Enfin, ouais. d'abord, très très loin, ils sont de Strépy-Bracny, la Louvière-Binge, mais émigrés à Bruxelles après la guerre de 14. Et du côté paternel, ils sont Carolo. Donc, il y a eu le Luxembourg, les le grands-parents. Luxembourg, Les parents, ils ont ouvert Anderlu. Anderlu, le roi des Belges. Voilà. Bien Ah renseigné, ouais, ouais, c'est mon ouais. métier. Et le Et Grand puis, Rue, le après. Grand Rieu, il y a 40 ans, il y aura 40 ans en novembre. Ouais. Alors là, le petit Eric, 10 Ouais. ans, se promène 10 déjà ans dans à les... Grand Rieu, ouais. Ouais, se promène déjà dans les cuisines, va Ah, soulève une casserole. Et c'est pas du tout une enfance malheureuse. Moi, j'ai une enfance de saveurs et de parfums. J'ai commencé à bosser en salle. Je devais avoir 12 ou 13 ans, oui, Ouais. sûrement. Mais c'est pas un cliché, ça. Parce que c'est toujours la question qu'on pose aux cuisiniers. Hein. Non, mais Quand on est vous des étiez enfants de la petit- balle. Ouais. On vit dans le spectacle. Là où on se trompe, c'est en croyant que les restaurateurs sont des artistes. Arrêtez de croire que les cuisiniers sont des artistes, c'est une blague. Ce sont des artisans et c'est bien plus respectable que de croire qu'ils sont des artistes. Des cuisiniers artistes, il y en a quelques-uns. Par génération, il y en a C'est quelques-uns très rare. qui sont des génies. Ouais. Et puis tous les autres sont d'honnêtes artisans. Et c'est tout ce qu'on leur demande. Quand vous allez manger dans votre resto favori, vous voulez retrouver le goût de ce que vous avez déjà mangé, même si ce n'est pas forcément la même C'est chose. vrai. Vous voulez une ambiance. D'abord, on ne va pas au restaurant pour manger. On va au restaurant pour un moment global. Donc on veut un Avec accueil, quelqu'un, souvent. Hein. bien sûr. On veut un accueil, on veut un cadre, qu'on aime ou Autant qu'on qu'à n'aime faire, pas, ouais. et on veut une assiette. Et moi, les assiettes avec ce que j'appelle la cuisine en morse, avec 2 traits, un point comme ça, ou la cuisine Marcline avec des petits morceaux qui Marcline. suivent, et en Les échelle HO, des petits wagons qui suivent. Ça me gonfle. D'abord, je suis trop vieux pour ça, mais en plus, ça a tellement pas de sens. C'est de la démonstration, c'est de la pornographie alimentaire. C'est Oula. juste montrer qu'on peut tenir toutes les positions, mais on s'en fout. C'est pas là D'accord. qui compte. C'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est un bon orgasme. Mais ça, d'accord. Ça, Ah ouais. ça vient d'où cette passion quand même pour ça vient justement des grands-parents du Luxembourg, Ça vient de mes parents. de Grand Rieu. Oui, mes grands-parents, le Luxembourg, Oui, bon. sûrement. Mais ça vient de mes parents. C'est assez rigolo parce qu'on dit toujours que j'ai été vacciné avec une aiguille de phonographe parce que je suis une génération où on connaissait encore la fin des phonographes sans doute. Ah ouais Non, Non, c'est une blague. quand même pas. Mais j'ai la tchatche de ma mère et j'ai la passion de mon père par rapport à l'histoire. Ouais. Et la passion du goût, je me le suis faite tout seul. Non, non, j'ai beaucoup de chance. J'ai des parents extraordinaires et Donc vous avez fait... vous qui êtes m'ont ouvert les yeux. à Beaumont, c'est ça? Au Le lycée de lycée, et Beaumont, puis je suis allé à l'école hôtelière à Namur. Namur, classique, et puis Tout à fait, petite puis j'ai formation commencé à Strasbourg. bosser. Je suis parti à Strasbourg, mon premier job. Ouais. Et puis, Et puis alors vous commencez à bosser comme commis. Ça veut dire quoi, commis en fait? alors, il y a une échelle dans les restaurants. Oui. Vous savez, le restaurant, il est organisé comme une petite armée. C'est pour ça qu'on parle d'un chef. Il y a plein de trucs qui parlent de combat dans un truc. Il y a un coup de feu. Il y a un chef, c'est vrai, il y a des chefs de parti, il y a des chefs de brigade, c'est très militaire. Et ça doit fonctionner comme ça, parce que la démocratie dans une cuisine, c'est le bordel tout de suite. Il y en a un qui décide et les autres qui obéissent. Si les mecs commencent à poser des questions en disant les tomates, c'est fini. Hein, les clients, ils sont partis, ils n'ont rien compris. Donc, il y en a un qui pense, Ouais. les autres suivent. Et en salle, c'est à peu près la même chose. Et Alors, le j'ai eu commis, c'est beaucoup quoi de chance. Le commis, c'est grosso modo l'esclave. Donc, c'est Celui qui tire celui les qui est le câbles, moins en bien fait. payé, Ouais. qui bosse le plus et qui est souvent le plus jeune. Ouais. Et c'est
normal. Mais c'est pas la vaisselle. Hein, non, 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 ça c'est le plongeur, ça. Lui est encore moins bien payé, mais ça, il est derrière. Dans l'armée, il y a aussi des plongeurs. Il y a des plongeurs, des mineurs. mais c'est des plongeurs de combat. Ça, c'est quand j'étais à l'armée, moi j'étais barman de combat, mais c'était autre chose. Et alors vous allez monter tout doucement les échelons, j'imagine, c'est ça, on gravit. J'ai eu beaucoup de chance parce que je suis rentré dans la restauration, dans la grande restauration, quand je suis revenu en Belgique. J'ai d'abord travaillé une petite année sur Liège, puis j'ai travaillé au Barbizon à Notre-Dame-au-Bois, qui avait 2 étoiles à l'époque au Michelin. Forme, ça forme. Oui, bien sûr, ça forme. Et oui, ça forme. Et en plus, j'ai eu j'avais la pression de mes parents. Je rentrais dans des maisons incroyables. Et mais mon père il était fier. Alors, je pense qu'ils étaient fiers, ça ils ne me l'ont jamais dit évidemment, mais mon père est quelqu'un qui était un vrai cuisinier artiste, très créatif, et on avait une espèce de déférence pour ces grandes maisons. Je sais que moi, je viens pas d'une. J'ai pas connu la restauration Bling Bling où il fallait rouler en BMX6 pour montrer qu'on avait réussi. Mais mes parents emmenaient tout le personnel une fois par an dans un très grand restaurant. Donc, gamin, on accompagnait évidemment, mais on n'y comprenait rien. Je me souviens petit d'avoir été chez Trois Gros et d'avoir eu la honte de ma vie parce que ma mère nous avait tricoté des pulls, j'avais honte. Ma mère sait rien faire avec ses mains, ni faire à bouffer, ni tricoter. Et on ressemblait, je pense, aux visiteurs, à mon avis, avec le gilet de Monsieur Houille. Quand même. Ils nous ont laissé rentrer, mais ils ont eu pitié. À mon avis, ils nous ont pris pour des Roms. Ils ont fait un prix. Oui, exactement. Et donc, j'ai eu la chance de connaître ça. Et j'ai reproduit le truc. Quand ma fille a eu 16 ans, je dis, écoute, maintenant, il est temps que je t'emmène dans un vrai, très grand restaurant. Et donc, je l'ai amené au Georges V à Paris. Et il y en a eu un moment extraordinaire à 2. Je me suis dit, tant qu'à faire qu'elle se fasse draguer par un crétin, autant qu'il ne puisse pas l'emballer en l'emmenant en Pizza Hut. J'ai amené le truc directement. Ouais, la barre est très haute. Comme ça, tant pis. Quoi. Voilà, alors, vous avez une espèce je dirais, de début de carrière où on se dit, voilà, il va être chef. Hein, on a cru un moment, mais mes profs étaient persuadés que je serais en cuisine. Ils n'ont rien compris. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a une fracture à un moment, il y a un truc. Non, en fait, je déteste la routine. J'ai un énorme problème avec tout ce qui est routine, tout ce qui est administration, tout ce qui est paperasse. Encore aujourd'hui. Soulever pour faire toujours la même chose, je ne supporte pas. Je suis incapable de faire ça. J'ai besoin de renouveau, etc. Et je trouve qu'on a un renouveau en salle qui est bien plus important qu'en cuisine. En plus, je ne sais pas fermer ma gueule. En cuisine, la différence majeure entre la salle et la cuisine, le cuisinier, et c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, mais tant qu'à faire, on aura des plaintes, c'est vous qui assumerez. Le cuisinier est proche de l'autiste et l'homme de salle est un extraverti. Ces 2 métiers doivent cohabiter. C'est pour ça qu'il y a des clashs tout le temps entre les 2. Dans les portes battantes. Exactement. Ils doivent cohabiter. Ils n'ont pas le choix. Vous connaissez bien la chose. J'ai bossé comme étudiant dans un restaurant. J'ai vu le grand restaurant avec des finesse. Oui, c'est vrai. Et les cuisiniers sont des autistes qui ne sont pas capables d'exprimer avec leur bouche ce qu'ils expriment avec leurs mains. Et ils font des choses extraordinaires avec leurs mains. Moi, je suis incapable de dresser une assiette avec précision. Je mets bien une louche de quelque chose dessus, mais faire un truc... Eric, parce que vous avez suivi des cours, vous avez été à Namur, à Strasbourg, tout à etc. fait. Ça ne m'empêche pas d'être mauvais. C'est un truc... Mais j'étais pété en nono aussi à l'école hôtelière, donc c'est un truc... Vous étiez pété en onologie, en avant-dernière année d'école hôtelière, j'ai été pété en nono. Et je suis sorti de l'école hôtelière, j'avais 20 ans. Et 4 ans plus tard, j'étais meilleur sommelier de Belgique. Donc mes parents... J'ai pas trouvé ça malin, mais j'ai trouvé ça drôle. N'ont pas pu s'empêcher de renvoyer le bulletin au prof de no avec mon diplôme de meilleur sommelier de Belgique en mettant juste tout le monde peut se tromper. Mais voilà, c'était pas de la faute des profs, c'était moi qui n'avais rien branlé. Donc il y a le passage au vin, si je puis dire. Il y a le passage au vin qui se fait. En fait, dès la sortie de l'école, pendant que j'étais à l'école, je fais tous mes stages en cuisine. Et dès que je commence à bosser, je bosse en salle. Donc d'abord, je vais faire la fête pendant 1 an à Strasbourg. Histoire. C'est la bière, là, plutôt, ouais. Oui, mais mes parents voulaient que je quitte ma petite amie. Moi, je voulais pas. Et donc, ils m'ont proposé un job à l'étranger. Et à l'époque, en ce temps-là, mon monseigneur, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas il y avait même pas de fax. Il n'y avait certainement pas de GSM, donc, etc. La petite amie, Elle n'a pas tenu le coup. Au bout de 3 mois, elle m'a largué. Et voilà. Mais on s'est revus plus tard et c'était bien gai. Et puis, je suis revenu en Belgique. J'ai bossé dans un relais château du côté de Liège. Et relais château, pour nous, ça signifie quelque chose. C'est une espèce de division élite. C'est-à-dire que j'ai commencé à bosser directement en Formule 1. Je n'ai pas commencé par la Formule Renault. Puis là, le Barbizon. Vous êtes à l'aise avec ce monde, justement, de relais château, de grande bourgeoisie, etc. Est-ce que vous vous sentez à l'aise là-dedans? Au plus le temps passe, au plus je suis à l'aise, parce que je les imagine toujours en train de faire pipi. Ça fait tomber le mythe. Ce sont des humains comme nous. Ceux qui sont
les vrais grands hommes et femmes que j'ai croisés dans ma vie sont des gens d'une accessibilité incroyable. Par contre, j'ai croisé un paquet de cons qui se prennent au sérieux aussi. Hein, mais je veux dire, Il y en a plus, hein. Ah, ils sont majoritaires, mais bon, ça c'est comme ça. Et puis ils osent tout, c'est ça qu'on les reconnaît, etc. Ouais. Mais oui, je suis à l'aise. C'est pas mon élément. Très franchement, je viens pas de là. J'ai pas été élevé là-dedans. Moi, je viens de chez des artisans, quoi, des petits artisans. Et j'adore ce mot et je le place sur un piédestal avec un petit globe au-dessus, pardon. Moi, je viens pas, je vous dis, de trucs. Mes parents jouent pas au golf et ils savent pas comment c'est. Quand on a racheté le bâtiment qu'on avait avenue Bruckmann il y a quelques années, j'ai pas osé dire le prix à mes parents, le prix d'achat. Pourquoi? Parce que vous Parce avez que honte c'était scandaleusement élevé et que ça représentait beaucoup plus que ce qu'on avait pu voir passer dans une vie de travail. On l'a acheté, on l'a vendu aussi, hein, mais bon. C'était une échelle que je ne voulais pas leur mettre parce que ça les rendait malheureux. Enfin, ils auraient pu s'inquiéter. Ouais. Et je voulais pas. Vous parlez avec beaucoup de tendresse de vos parents. Votre maman, votre famille maternelle est un peu artiste. Hein. Le grand-père était Sculpteur. sculpteur, chef d'orchestre. Ouais. Alors, c'est compliqué. Mon grand-père maternel était sculpteur. Mon arrière-grand-père maternel était sculpteur dans la famille chez eux, donc du côté des Fabres. Il est venu pour bosser avec Alban Chambon pour faire les fresques du Métropole. Il était un des adjoints d'Alban Chambon. Donc lui, français. Mais du côté maternel de ma mère, donc la maman de maman, eux, ils viennent, son père était chef d'orchestre et sa mère était pianiste, en fait. Ouais. Et chef d'orchestre avant la guerre de 14, et il vivait de son métier en province. Et ma grand-mère est née à Strépy-Bracnilly, et eux, c'est assez drôle, c'est quand même un peu tous farfelus au niveau des générations. Eux, mon arrière-grand-père maternel et son épouse étaient chacun président d'un club de célibataires à Binche, jusqu'à ce qu'ils se rencontrent. Et puis après, ils ont dû démissionner. Donc voilà, c'est un truc, caramba, voilà, caramba. Par contre, vous avez découvert l'histoire de votre grand-père il n'y a pas longtemps. C'est un beau morceau de ma vie. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de tendresse. Vous disiez, je parle avec tendresse de mes parents. Je trouve, J'ai beaucoup de tendresse pour ma famille que je ne vois jamais. Je pense qu'on aime beaucoup les choses qu'on ne voit pas souvent. C'est un truc, quand on se voit trop, on finit par ne plus apprécier. Et nous, on se voit très, 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 très peu, beaucoup trop peu, mais j'ai besoin d'eux. Ils sont encore là, vos parents? Ouais, j'ai la chance que mes parents vivent encore tous les deux. Je raconterai après, j'ai fait un truc avec eux l'année dernière. Et donc, mon grand-père, pendant la guerre. Mon arrière-grand-père est mort d'épuisement en brancardant des blessés allemands. Il a été réquisitionné et il est mort à la guerre du Nord, comme des millions de gens pendant la guerre de 14. Hein, c'est pas un truc exceptionnel, mais dans la famille, on connaissait pas bien l'histoire. Je sais pas, il y a un truc qui s'est perdu, on n'en a pas beaucoup parlé. Et il se fait que je travaille à la RTB, dans une émission qui s'appelle Un gars, un chef. Ouais. Il y a une chroniqueuse dans cette émission qui s'appelle Isabelle Masson, qui est une historienne, qui s'est spécialisée sur la guerre de 14. Et le père d'Isabelle Masson est médecin. Et comme loisir, à sa retraite, a écrit des livres d'histoire, et notamment un bouquin sur l'histoire des médecins, des infirmiers et des brancardiers pendant la guerre de 14. Et il y a 2 pages qui sont consacrées à mon arrière-grand-père. Et quand j'ai lu le texte la première fois, par l'intermédiaire d'Isabelle, parce qu'en plus ma mère m'a même pas refilé le texte, c'est une histoire de dingue, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que j'ai découvert un morceau de ma vie, quelque part, que je suis un morceau de ce gars-là, quelque part, avec des photos de ma grand-mère enfant que je n'avais jamais vues. Et l'histoire fait des boucles comme ça, et notre vie est faite de ces petites boucles. Et vous essayez de leur rendre hommage parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais vous écrivez aussi des nouvelles. J'écris pas très bien, mais voilà. Aussi. La novice et le sommelier, c'est très bien. Ça, j'avais coécrit avec Karine Ancel. C'est pour ça que c'était très bien. C'était pour ça que c'était bien écrit. Moi, j'ai fait que parler, elle avait traduit. Et là, j'écris une nouvelle qui va sortir là, dans le courant de l'automne, qui va être vendue avec une bouteille de bière. Un truc un peu particulier, je peux faire la chose comme tout le monde, voilà. Oui, je m'attaque beaucoup à la bière depuis 2-3 ans, ça m'intéresse beaucoup. Ça revient un petit peu à la mode, la bière, j'ai l'impression. J'ai l'impression que je précède toutes les modes. Non mais franchement, oui, ça revient, mais vous savez, en fait, la bière et le vin sont 2 univers totalement différents, mais il y a plein de passerelles entre les deux, et c'est à Bruxelles qu'il y a une passerelle, je vais vous expliquer pourquoi. Allez-y. La bière, c'est un produit de recette. Un brasseur, il va faire venir... C'est pas un produit de terroir, la bière. Il faut arrêter de déconner avec ça. La bière belge, mélange, quoi, on va m'expliquer ce qu'il y a de belge dans la bière, à part l'humain, et c'est l'élément essentiel.
Mais les houblons viennent du monde entier, l'orge vient du monde entier, et l'eau est déminéralisée pour éviter les problèmes hygiéniques qui pourraient être liés à de l'eau pas déminéralisée. Donc, on peut la faire aussi bien en Tchéquie qu'en Papouasie. Ce qui compte, c'est l'élément humain. C'est le gars qui est derrière. Le brasseur belge, il a un mode de pensée que n'a pas le brasseur français, italien, hollandais ou autre chose. Mais c'est une recette. Ouais. Une fois qu'elle est fixée, tout le travail, c'est d'amplifier le truc et de la reproduire sans jamais changer le goût. Okay ? Le vin, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que l'élément humain est fondamental, comme dans la bière, mais ce n'est pas du tout une recette. Il n'y a rien de précis dans le vin. Le cycle végétatif de la vigne, c'est 140 jours à peu près. Parfois 135, parfois 145. Des années précoces, on va vendanger très très tôt. Des années tardives, on va vendanger très tard. S'il y a une grêle, on pleure. S'il y a une gelée sur la fleur, on pleure. C'est très dépendant de la nature, quoi. Complètement. Beaucoup plus que la bière. Beaucoup plus. Du Saint-Émilion, on peut le faire qu'à Saint-Émilion. Il n'est pas question d'en faire en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Ouais. Et si on fait un truc qui ressemble à du Saint-Émilion, ce ne sera jamais qu'un truc qui ressemble à du Saint-Émilion. Et on n'a pas de recette. Et il y a une bière au monde, une seule, qui est une bière où à un moment, le brasseur doit lâcher prise parce que ça ne passe plus, c'est le lambic. J'adore la brasserie Cantillon, je suis un grand fan de chez Cantillon et de ce que font les Vanneroy et de leur histoire et des produits et de la... Moi je dis que c'est la Romanée Conti de la bière, on ne s'en rend pas compte nous parce qu'on a le nez dessus. Il y a 27 000 visiteurs par an dans cette brasserie, alors qu'il n'y a pas un panneau. Hein. Le tourisme bruxellois, il n'a pas le temps de faire quelque chose pour ça. C'est bien caché, on ne les aide pas, surtout pas les aider. Attendez, un truc qui réussit, on ne va pas les aider, ce serait ridicule. 27 000 visiteurs, il y a des gens qui viennent des États-Unis spécialement pour voir la brasserie. Et eux, ils font une bière où à un moment, on ne maîtrise pas. Parce qu'il y a cet ensemencement, cette bactérie que l'on dit bruxelloise, mais la Brettanomyces, on la trouve n'importe où, qui va ensemencer le mou, engendrer ce processus fermentaire. Mais pendant ce moment-là, le brasseur, il doit attendre. Et puis le vieillissement en bois, puisqu'ils font un vieillissement en barrique. Ouais. Donc on se retrouve avec ce lambic. Le lambic est pour moi le chaînon entre le vin et la bière. Ouais. Et donc moi, en tant que sommelier, si je suis encore ça, travaillant et vivant à Bruxelles, et aimant ce terroir qui n'est pas le mien, mais que je m'approprie, je ne peux que faire le passage entre les deux, entre la bière et le vin. Et j'essaie de travailler la bière comme on travaille le vin. Les mêmes températures, les mêmes volumes de service. Est-ce qu'il y a des... peut-être une question idiote, pardonnez-moi, mais est-ce qu'il y a des, entre guillemets, sommeliers pour la bière ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des concours de goût, etc. Alors, il y a un mot crétin que nos amis du Nord aiment beaucoup, qui est le zytologue. Mais le zytos, c'est pas de la bière, c'est une bière très primitive. Enfin, c'est un brouet d'orge et d'avoine. Enfin, ça n'a pas d'intérêt. Ouais. L'étymologie de sommelier, c'est celui qui gère les bêtes de somme. Okay. Mais le vrai mot, c'est échanson. Et échanson française, ça fait un peu casse-burne, donc on n'en parle plus. Et le sommelier, par définition, est celui qui s'occupe de tous les liquides dans un restaurant. D'accord. Ça va de l'eau au café, en passant par le thé, la bière, les alcools, le vin et les cigares. C'est notre métier. Donc, il y a des sommeliers. Si les sommeliers sont bien formés, ils connaissent la bière et le vin, ils sont ouverts aux deux. Il y a un problème de la formation, c'est une autre histoire, ça nous prendra 2 émissions. Ouais. Il me reste 3 minutes. Déjà. Je voudrais qu'on parle d'une troisième passion qui est chez vous, c'est les médias quand même. Ouais. C'est venu par hasard. C'est ce qu'on fait, c'est les chroniques, c'est la télé. C'est venu par hasard. Il y a un petit côté showman chez vous, non ? Ouais, et en même temps, je déteste me regarder, je me dis tout le temps que je dois perdre 20 kilos, etc. etc. Non, enfin, c'est un truc. Et c'est venu vraiment par hasard. Un jour au resto, Patrick Perret, à l'époque, me dit « Vous avez déjà fait la télé ?» Je dis, j'ai déjà été interviewé une fois ou deux, mais enfin, les cassettes ont été brûlées, on a fait brûler les stations qui avaient diffusées et tout. Et il me dit, venez me voir samedi. Et je me dis, je vais passer un casting. Et en fait, j'ai commencé directement une émission qui s'appelait Père et Fils à l'époque. Et pendant 5 ans, j'ai fait le singe avec eux 1 fois par semaine. Et en fait, j'adore ça. Mais ce que j'adore, très honnêtement, c'est pas le regard des gens qui me reconnaissent dans la rue. Bien sûr que ça fait plaisir, il ne faut pas rêver, il ne faut pas dire que je m'en fous. Mais c'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est quand je croise des gens à un feu rouge. Alors, j'ai une très très vieille voiture, un cabriolet pourri, et de temps en temps je roule décapoté et je bois de l'eau dans ma bagnole. Ça m'est encore arrivé là. Il faut boire de l'eau. Et il y a 2 jeunes mecs qui s'arrêtent, la casquette en arrière, qui me regardent, ils baissent leurs fenêtres, je me dis bon, c'est parti pour la bagarre. Et le gars il me dit ah monsieur, vous buvez de l'eau ? Enfin je dis oui. Ah bah nous avec vous on boit du vin. Et je me dis c'est parfait, c'est juste le but. C'est ce que je poursuis à travers tout ce que je fais, c'est de rendre le vin accessible à plein de gens
qui ne l'en boirait pas normalement. La transmission. Oui, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait d'autre sur Terre que de transmettre? Ouais. Moi, je ne crée pas. Je ne suis pas agriculteur, je pars pas d'une matière première. Bah, j'ai l'impression que vous êtes un peu un conteur aussi. Hein. Oui, il y a tout à quelque fait. chose comme ça, quoi. Hein, parce que conter, c'est aussi transmettre une histoire, l'histoire Raconter des gens, des histoires, emmener les gens en voyage. Voilà. Et que dans la télé ou peut-être les chroniques radio, vous avez trouvé aussi une forme de transmission. Oui, et puis en plus, je pense que comme j'ai un ton un peu particulier, ça passe ou ça casse, on aime ou on déteste, hein, tout le monde ne peut pas aimer la même chose. Mais j'ai décidé il y a longtemps de ne plus être aimé par tout le monde. J'ai décidé d'être moi-même et c'est plus facile. Ça a mis du temps, ça? Ah ouais, parce qu'à un moment, je croyais que tout le monde devait m'aimer, donc je draguais tout ce qui bougeait. Maintenant, je sélectionne. Mais c'est vrai, en plus. À un moment, je pensais que tout le monde devait m'aimer, donc dès que j'avais une critique négative, j'étais effondré. Ouais. Dès que les gens disaient, enfin, mais ta gueule, quoi. Mais je comprends bien que ça les énerve. Mais ça change avec quoi? Avec l'âge? Ouais, bien sûr, avec le recul qu'on peut prendre. Et ça change avec le fait de se sentir bien avec soi-même aussi, à un moment. C'est pas, je me sens pas forcément bien avec mon enveloppe physique, mais je me sens bien avec ce que je fais parce que j'ai choisi ce que je fais. Et je n'ai jamais travaillé à contre-courant, je dirais. Je déteste l'opposition. Donc dès que j'ai un problème dans le boulot, je change. J'avais un associé au pain et le vin qui n'avait pas les mêmes visions que moi. J'ai quitté le resto. J'étais associé quelques années avec Yves Matagne. Ouais. Malheureusement pour moi, on n'a pas du tout la même façon de voir le monde. Et moi, l'argent ne m'intéresse pas. C'est pas mon moteur. Bon, ben voilà, on n'est plus associés. Et voilà, c'est pas grave, ça. La vie continue. Bien sûr. Et je suis sûr que quand je le croise, je lui dis bonjour et je ne vais pas lui écraser la... Non, il n'y a pas de danger. C'est pas l'idée, je ne suis pas un violent en plus. Merci Eric Bushman. Vous êtes heureux en ce moment? Oh la vache, la question. La dernière question non, mais je suis content d'être là. Oui, ça s'est passé trop vite, j'ai encore tellement de choses à raconter. Je suis heureux. Enfin, j'ai plein de trucs qui m'embêtent, comme tout le monde, ouais. parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. On est tous là. Mais je pense il faut simplement être positif. Je vois plus souvent le ciel bleu que le ciel gris. Quand il est gris, je ne le vois pas. Je le méprise. On va garder cette phrase pour nous. Merci beaucoup, Eric Bushman. Merci à vous de m'avoir invité.